passif fort à l'égard ni de la Chine, ni de l'Union soviétique, ni de l'ancienne Union soviétique. J'ai tendance à dire l'Union soviétique parce que j'ai tellement pratiqué l'Union soviétique, je me souviens encore d'aller voir Brejnev et de rencontrer Brejnev avec Mitterrand, ça m'est resté dans la tête. Donc effectivement, c'est là encore l'idée que pour l'Amérique, les grands partenaires dans le monde, enfin partenaires et rivaux en même temps, c'est toujours la Russie. On a les souvenirs, on les connaît, on a fait la guerre froide, ça a duré assez longtemps, on sait comment faire avec les Russes. Les Chinois. Il y a nos banques qui sont en train d'apparaître sur le plan des rapports de force politique. Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des traîtres. Alors, c'est pas n'importe quel traître, hein, des traîtres à leur pays, qui sont à la solde des pays étrangers. Donc, le livre dont je vais parler aujourd'hui, il s'appelle « À la solde de Moscou », écrit par Vincent Jauvert, journaliste français. Donc voilà, ça c'est la pochette du livre, hein. Vous pouvez le trouver sur Internet, hein, sur les boutiques et dans les FNAC. Donc en fait, de quoi il s'agit? Donc en fait, ce sont des politiciens, des journalistes, des hauts fonctionnaires français, hein, dans notre pays, qui mouchardent et qui sont des traîtres, qui vendent des informations, hein, dont il est question dans le livre, et qui travaillent pour des pays étrangers. Donc ici, dans l'occurrence, dans le livre, donc ce sont des journalistes, souvent des journalistes qu'on retrouve dans le livre, hein, qui balancent et qui travaillent pour des pays étrangers, hein, en l'occurrence soviétiques, hein, dans la périphérie de l'URSS. Donc en fait, c'est la STB, donc c'est les services secrets de Tchécoslovaquie. Donc voilà. On va voir une série d'acteurs, et je vais en prendre un qui s'appelle Gérard Carrérou, qui est un producteur de TF1 et chef de la rédaction de TF1, hein, vous connaissez la chaîne TF1 comme moi, quoi. Et donc lui, c'est un grand espion qui travaille pour la République tchèque à l'époque soviétique. Donc en fait, avant d'aborder son cas, il faut qu'un peu que j'explique pour la jeune génération, parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passait à l'époque. Donc nous sommes dans les années 80, il y a deux blocs, il y a le bloc soviétique et le bloc de l'Ouest. L'Ouest, c'est l'Occident avec les États-Unis. Donc le bloc de l'Est, nous avons l'URSS, qu'aujourd'hui qu'on appelle la Russie, qui a changé de nom, qui s'appelle la Russie. Et donc dans le bloc soviétique, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, tous ces pays de l'Est qu'on voit aujourd'hui qui sont membres de l'OTAN, c'était le bloc soviétique, c'était des communistes. Et ces pays sont colonisés, hein, occupés par l'URSS, hein, qui les a envahis, et donc on retrouve une série de services secrets qui sont des proxies qui travaillent en fait pour le KGB. Le KGB, c'est là actuellement Vladimir Poutine, le dictateur de Russie, c'est un ancien du KGB. Donc vous voyez un peu que l'histoire se répète, quoi, qui continue, quoi. Donc c'est Gérard Carrérou, hein, donc nous sommes avec lui, donc je vous raconte le livre, hein, donc j'ai pris quelques notes. Alors pourquoi je parle de lui? Parce que c'est le premier cas qui est reporté dans le livre, hein. Donc comme je vous ai dit, c'est une vedette du PAF, hein, audiovisuel français, chez TF1, c'est un producteur, chef de la rédaction. Et donc, en fait, Gérard Carrérou, donc, il va rencontrer une première fois son officier traitant, qui s'appelle Breja, dans les années 80. Dans les années 80, il a le statut d'informateur pour la République tchèque, pour les services secrets. Et donc, en 83, il va devenir un DS, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment un collaborateur de confiance, en qui on peut avoir confiance vis-à-vis de son officier traitant. Alors l'officier traitant, à l'époque c'était un attaché de presse de l'ambassade tchécoslovaque, et c'était une couverture en fait, voilà, c'est comme ça qu'il a missionné Gérard Carrérou. Alors pourquoi il a été recruté? Parce qu'en fait Gérard Carrérou, il connaissait l'entourage de François Mitterrand, le président de la République, et Mitterrand. Donc il déjeunait une fois par semaine avec François Mitterrand, donc il était au courant de tout ça, quoi. C'est ce qu'on voit dans le livre. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire?
Alors, son officier traitant, je vais vous dire, il s'appelle en vérité Bréja. Dans le livre, il a un alias en fait, ce Bréja, son vrai nom. Hein. Donc, son alias Litienski, c'était son nom de couverture. Et donc, Gérard Carrérou, son alias, il était répertorié dans les rapports de son officier traitant qui remettait à son QG à Prague. L'alias de Gérard Carrérou, c'était Franck. C'est son nom de code, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Donc, il se voit, en fait, son officier traitant donnait toujours rendez-vous dans un restaurant UP, hein, de classe, quoi, à Gérard Carrérou, et c'est là que Gérard Carrérou faisait son rapport à son officier traitant de l'ambassade de République tchécoslovaque. Et alors, c'est un lieutenant, ils avaient rendez-vous toutes les 6 semaines, et là, pendant toutes ces 6 semaines, ils avaient aussi rendez-vous parfois au café, hein, un contact qui est un peu plus bref, limité dans le temps au café. Donc, ce Gérard Carrérou, on va voir, il va moucharder sur l'entour. Il va vendre, il va donner beaucoup d'informations à son officier traitant, hein, ce que vous allez voir. Alors, il faut savoir aussi, à l'époque, je vais vous dire, c'est à l'époque, à notre époque contemporaine, et à l'époque, quand il y avait l'URSS, beaucoup de journalistes sont des mouchards, des traîtres, ils mouchardent. Actuellement, ce que j'ai compris, c'est ce qu'on m'a dit, par exemple, il y a beaucoup de journalistes français qui collaborent pour la DGSE, qui sont des collaborateurs, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors je ne dis pas que tous les journalistes chez nous, ils sont des collaborateurs de la DGSE, mais il y en a beaucoup. Il y en a qui sont indépendants, par exemple dans les journalistes d'investigation, qui sont indépendants. Donc il faut quand même un peu se méfier. Alors il n'y a pas que les journalistes qui mouchardent pour la DGSE, il y en a beaucoup, quoi. Donc voilà. Donc on retourne sur Gérard Carrérou, hein. Donc ça c'est des petites parenthèses. Alors, il est marié avec, on découvre dans le livre qu'il est marié avec une Américaine, il a 2 enfants, il a acheté une maison de campagne à Long Island. Ses enfants, ils ont étudié aux États-Unis. Alors Long Island, c'est à New York, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Désolé de ne pas vous l'avoir dit. Donc c'est une Américaine qui est aisée, qui est riche. Ouais. Donc c'est ce qu'on voit dans les rapports de son officier traitant, hein, communiste. Là. Alors, on découvre aussi que Gérard Carrérou, c'était un informateur important pour la STB, hein, pour la République tchèque, quoi, et pour le QG. Donc en fait, comme on peut dire, à l'époque soviétique, les services secrets de la République tchèque, ils sont comme des proxys, c'est des antennes satellites du KGB. Donc ce qui se passe sur le terrain en France, ça remonte au KGB, quoi. Ça passe par la République tchèque et les rapports sont ventilés vers le KGB. Alors il faut savoir aussi que cet officier traitant dans le livre, il est très pointu. Il écrit les détails, les mimiques que Gérard Carrérou faisait au restaurant. Parce qu'en fait, ça a duré, il a mouchardé la France, et François Mitterrand et les autres journalistes pendant 6 ans. Quoi. Donc pendant 6 ans, il collectait des informations, je vais vous dire lesquelles, pour son officier traitant communiste. Quoi. Et donc, il a mouchardé absolument tout le monde. Et même son père, il donnait l'adresse de son père à l'étranger, enfin en France. Tous, son officier traitant, il savait tout de lui, quoi. Donc c'est un truc de fou. Alors, il est considéré, donc Gérard Carrérou, pour son officier traitant, il est considéré comme un informateur de pointe, quoi, son espion. Et donc vraiment, il donnait des bonnes informations sur la France, sur l'OTAN et tout ça, quoi. Donc il est plus qu'un important informateur. C'est ce qu'on voyait dans le livre. Quoi. Donc, comme je vous ai dit. Les rendez-vous, ça se faisait toujours toutes les 6 semaines, plus ou moins tous les 6 semaines dans un restaurant sur les Champs-Élysées, UP, qui coûte cher. Donc c'est toujours l'officier traitant qui payait la bonne bouffe, il bouffait bien. Alors on voit aussi que l'officier traitant, il fait des tests hein, sur Gérard Carrérou. Ces tests, donc en fait quand on a rendez-vous avec son officier traitant, par exemple si on vous dit voilà, rendez-vous la semaine prochaine le lundi à 20h ou à 15h au restaurant, vous devez venir. Mais comme l'officier traitant, il a recruté sa source, Gérard Carrérou, c'est lui la source, donc il lui a dit, si jamais je ne viens pas, il y a un rendez-vous de repêchage, c'est-à-dire qu'il y a un autre rendez-vous.
Et donc, en fait, c'est des tests qu'il faisait l'officier traitant pour voir si Gérard Carrérou avait bien mis ça dans son crâne que s'il venait pas, si lui, le lieutenant, venait pas, Bréja ne venait pas au rendez-vous, il devait revenir le lendemain, par exemple. C'était une procédure. Et donc, en fait, il surveillait Gérard Carrérou à distance et il voyait bien qu'il respectait la procédure. Donc, c'était bien la preuve, c'était bien un espion, un traître, quoi, pour un pays communiste, quoi. Donc, ça, c'était des règles que l'officier traitant avait ventilées auprès de Gérard Carrérou. Alors, on voit que c'est l'officier traitant qui écrit dans les mémorandums, hein, donc dans ses rapports à l'ambassade. Il disait que Gérard Carrérou était considéré comme quelqu'un de bavard, chaleureux. Il aime bien la bonne bouffe, la bonne chair. Il aime bien les beaux objets. Et à cet effet, donc, son officier traitant racontait qu'il lui offrait beaucoup de cristal de Bohême. Et donc Gérard Carrérou ne voulait pas d'argent, il voulait voir des cristaux, c'est ça qu'il voulait, quoi. Donc il lui offrait des cristaux. Alors son officier traitant lui demandait beaucoup d'informations sur les armes nucléaires de l'OTAN, sur les objets atomiques en France. Et donc il marquait son officier traitant que Gérard Carrérou donnait absolument toutes les informations sur la France, quoi. Et quand je vous dis tout, c'est tout, hein. Donc plusieurs fois quand vous allez lire le rapport de son officier traitant dans le livre, vous allez voir que ça a été très très loin. À cet effet-là, donc je vais vous lire en page 14 qu'est-ce qu'il disait Gérard Carrérou, quoi, sur Gérard Carrérou. D'après la STB, donc service secret tchèque, Gérard Carrérou, alias Franck, accomplissait ses missions de renseignement avec zèle. Selon un rapport du service tchécoslovaque d'espionnage en 85, en 81, il a transmis 17 informations notées 86,4% sur 100. Quoi. En 82, il avait remis 17 rapports qui étaient notés 76%, et 34 rapports en 83 qui étaient notés 80%, indique le document avec une singulière précision. Je vous ai dit, son officier traitant, il notait tout, quoi. Tout ce que Gérard Carrérou disait, il le notait dans le rapport, quoi. Toujours d'après les rapports de Litetki, donc c'est le nom le faux nom de l'officier traitant, quoi, sa couverture. Carrérou informe son officier traitant sur ce qu'il connaît le mieux, le Parti Socialiste et surtout l'Élysée. Depuis le 10 mai 81, les portes du palais lui sont ouvertes, parce qu'en fait, il est devenu un ami intime du secrétaire général de la présidence, Pierre Bérégovoy. Il entretient aussi d'excellentes relations avec le porte-parole du président, Michel Vauzel. Et selon ses confidences au lieutenant Litetki, il partage chaque semaine un petit déjeuner avec François Mitterrand en personne, qui l'accompagne dans presque tous ses voyages à l'étranger. Autant d'occasions pour dénicher des infos. Il s'est dit, ce type, c'était un vrai traître. Alors, d'après les rapports de la STB, le rédacteur en chef d'Europe 1 renseignait donc le service d'espionnage tchécoslovaque et à travers lui le KGB sur les intentions intentionnelles du président français, donc François Mitterrand. À en croire les archives d'Aprague, le 8 mai 82, chez les frères Jacques, Gérard Carrérou donne des détails sur ces discussions avec les chanceliers allemands Helmut Kohl et sur les préparatifs du sommet du G7 à Versailles. Une autre fois, il parle des voyages du président français en Inde, en Égypte. Ces informations ont été envoyées à la direction du Parti communiste tchécoslovaque, puis bien sûr au KGB, quoi. 10 janvier 82, chez Edgar, Gérard Carrérou décrit les coulisses des visites à Paris du secrétaire d'État américain Alexander Haig. Le 20 mai 83, sur une note de son officier traitant, le journaliste rapporte des renseignements détaillés sur Jacques Attali, le puissant conseiller spécial du président, considéré comme particulièrement hostile au bloc soviétique, et sur les préparatifs du sommet du G7 qui va se dérouler dans une semaine plus tard aux États-Unis. Autant de données qui sont elles aussi transmises à la direction du Parti communiste tchécoslovaque. Ce type, c'est pas possible. Pour la STB, Franck s'avère être particulièrement précieux quand il s'agit de dresser des portraits de hauts fonctionnaires qui, dans l'ombre, gèrent l'appareil militaro-diplomatique français. Je lui ai demandé de découvrir qui, au cabinet Ernu, le ministre de la Défense, s'occupe des nouvelles stratégies de l'armée française, écrit le lieutenant en janvier 83. Il m'a rapporté que selon les employés de l'Élysée avec lesquels il a pu parler pendant la soirée du Nouvel An, la personne la mieux informée sur ce sujet est un certain François Hesbourg, né en 1949 à Londres et ancien de l'ENA. Si bien que l'ITECI recommande à ses supérieurs de lancer illico une étude complète sur la vie professionnelle de l'énarque. Voilà, ils appellent ça une lustration dans le jargon de la STB. Donc vous avez vu, je vous dis, Gérard Carrérou, c'était vraiment une taupe dans l'appareil de l'État, quoi, au profit des services secrets étrangers, quoi. Alors, on continue, hein, parce que je vous ai dit, ça va très loin. Alors, il faut savoir aussi que Gérard Carrérou, il donnait absolument toutes les informations. Il n'avait aucune limite.
Il donnait même les informations les plus poisseuses qui peuvent exister chez l'être humain. Par exemple, il informe aussi toujours son officier. Il lui dit, voilà, donc ils sont au restaurant ce jour-là. Il lui rapporte une confidence à propos du président du CRIF, Théo Klein, qui était du voyage avec François Mitterrand à l'étranger. Il lui dit, selon Klein, il existe 10 à 12 juifs américains au QG de l'OTAN à Mons, en Belgique, qui fréquentent une petite synagogue située juste à côté du building, écrit l'officier traitant tchécoslovaque dans son rapport assez supérieur. Les offices seraient dirigés par un rabbin de l'US Army. Le lieutenant de la STB, donc service secret, utilise illico cette information et il note dans son rapport que nous avons envoyé à la résidentura à Bruxelles le rapport. Elle pourrait envoyer un agent juif dans cette synagogue afin d'approcher un employé de l'OTAN, écrit le lendemain à Prague. Donc c'est ce qu'ils ont dit dans leur rapport, quoi. Donc en fait, ce Carrérou, là, J.R. Carrérou, là, il donnait toutes les informations sur sa famille à lui, sur le père de sa femme, à son officier traitant. Donc il avait un grand train de vie, mais il a un appartement, je crois, près des Champs-Élysées. Parce que dans les livres, ils écrivent le nom de la rue, là, j'ai oublié l'adresse. Voilà, quoi. Et donc, voilà, donc on voit le personnage qui n'hésite pas à balancer tout ce qu'il sait, quoi. Pour lui, ça n'a pas de problème. Donc, comme je vous l'ai dit, il a informé son officier traitant sur les... Il disait qu'en fait, les employés au QG de l'OTAN à Bruxelles, c'est tous des agents de la DGSE, quoi. C'est ça qu'il dit. Dans le livre, c'est marqué noir sur blanc. Donc, son collègue Charles Villeneuve, comme je l'ai dit, il s'est vanté auprès de Gérard Carrérou. C'était un collaborateur de la DGSE, et je le crois, quoi, parce que l'officier traitant, il ment pas, il écrit absolument tout. Donc, on peut se poser une question sur Gérard Carrérou, dans le livre, enfin, dans la vraie vie, quoi. Pourquoi il accepte de travailler pour la STB? Parce que, d'après moi, dans les livres que j'ai lus, certaines personnes qui occupent peut-être comme lui une fonction importante. Voilà, donc vous êtes approché par un officier traitant, un espion étranger d'un pays étranger, du bloc de l'Est, quoi, du bloc communiste, et qui vous dit, voilà, en fait, dans le livre, il est expliqué que son officier traitant, il raconte l'approche. Donc, il approche Gérard Carrérou, et il lui pose des questions anodines, comme ils font aujourd'hui les officiers traitants du GRU russe en Europe. Il lui dit, voilà, qu'est-ce que tu penses de la Russie, d'un pays, écris-moi quelques notes comme ça, quoi. Donc ça peut paraître anodin, mais en fait c'est un enclenchement qui va faire que l'officier traitant va demander à son agent d'écrire plus loin, des choses plus importantes, quoi. Donc voilà, quoi. Donc et il faut aussi savoir que la personne qui accepte d'être un mouchard, un traître à son pays, c'est une personne qui est faible. Malgré que ce soit quelqu'un qui est des médias publics sur TF1, RMC, Europe 1, comme Gérard Carrérou, ça ne change rien à l'affaire. Donc il faut toujours se méfier des gens qui parlent beaucoup à la télévision. Souvent ce sont des gens qui ont des autres intentions. Donc il faut se méfier des gens, des traîtres, quoi. Et donc aujourd'hui, à l'heure d'écrire ce livre qui est paru en mars 2024, cette personne n'a jamais été inculpée, Carrérou n'a jamais été inculpé par la justice. Il bénéficie de sa retraite, voilà, quoi. Donc il est chez nous, à Paris, aux frais de la République, alors que c'est un traître. Alors la DST dans tout ça, ils n'ont pas su le détecter, ils n'ont rien vu, quoi. Donc en fait, comment le journaliste Jauvert, il a pu découvrir tout ça? En fait, la Tchécoslovaquie, pardon, c'était un pays communiste, sous domination russe, et donc il s'est disloqué. Ils sont divisés en deux pays. Vous avez la Tchécoslovaquie et la Slovaquie, la Tchéquie et la Slovaquie, voilà, c'est comme ça, je crois, si je ne me trompe pas. Donc ils ont ouvert leurs archives, absolument toutes les archives, et donc n'importe quel chercheur, historien, vous ou moi, ou un citoyen de ce pays peut consulter les archives. Deuxième cas qu'on va voir, donc il s'agit toujours d'un autre journaliste de TF1. Il a été journaliste pendant 20 ans, de 1974 à 1993. Alors il s'appelle Paul-Marie Delagorge, donc le nom de famille ça s'invente pas, donc il s'appelle comme ça, quoi.
Il a été aussi chef du service diplomatique chez Radio France de 85 à 93. Alors il avait un nom de code pour les services de la République tchèque. Il s'appelait Argus. Et en fait, au départ, donc c'est un agent du KGB qui livre des informations aux services secrets russes. Et puis il va passer au STB, les services secrets tchèques. Alors, donc Paul-Marie, en fait, il intéresse les services secrets tchèques parce que Paul-Marie, il a des contacts avec des autres journalistes en France, quoi, des autres rédactions, et surtout, en fait, c'est quelqu'un qu'il faut appalguer pour les services secrets parce qu'en fait, il a des renseignements sur l'OTAN. En fait, il est dans un cercle diplomatique, militaire au niveau de l'OTAN, donc il a des contacts, quoi, en fait. C'est ce qu'on voit dans le livre. Alors, Paul-Marie est en liaison avec un autre journaliste de France Observateur. Et en fait, cette personne qui est journaliste dans la rédaction de France Observateur, le met en contact avec un officier traitant de la République tchèque. Donc en fait, il va passer des services du KGB au service, des services secrets tchèques, quoi. Donc, en fait, il se file le paquet, quoi. Alors, donc, Paul-Marie, en fait, il a des contacts aussi au niveau du cabinet de Gaulle, quoi. Et il connaît aussi René Bouillet parce qu'il entretient un lien de parenté avec cette personne-là, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand il est recruté par le STB? C'est qu'en fait, il le considère comme quelqu'un d'important parce que, comme je vous ai dit, il a des contacts diplomatiques militaires au niveau de l'OTAN, il a un cercle au niveau de l'OTAN, quoi. Il est en contact avec ces gens-là, et donc ils espèrent avoir un retour d'investissement, quoi, les services secrets tchèques, quoi. Et donc ils veulent aussi des informations, en fait il va communiquer aussi des informations, Paul-Marie, au service tchèque, sur le parti de Gaulle, quoi. Tous les militants, quoi. Donc ça aussi, ça les intéresse, quoi. Alors il va avoir un nouveau nom, hein, Paul-Marie, donc il ne sera plus son nom de code, c'était Argus, maintenant il va devenir Gabriel, comme l'ange Gabriel, quoi. C'est comme ça, quoi. Alors son officier traitant, il s'appelle Mottel, donc il paye en fait, chaque fois il se voit comme je vous ai dit là, dans le premier épisode, donc il se voit toujours dans un restaurant, et c'est toujours l'officier traitant tchèque qui paye les notes. Et donc, il paye toujours les notes, et dans son rapport, l'officier traitant, il note quelques remarques très intéressantes sur la personne, quoi, sur Paul-Marie. Alors, il a remarqué, l'officier traitant, que Paul-Marie, en fait, chaque fois quand il paye les notes, l'officier traitant du service secret, il remarque que Paul-Marie vole les notes. Et en fait, ces notes, Paul-Marie va les donner à la rédaction, hein, où il travaille, pour toucher l'argent comme note de frais, quoi. Alors il note aussi dans son rapport, l'officier traitant, que en fait c'est un radin, quoi, en fait, ce Paul-Marie. Et voilà, quoi, donc tout ce qu'il note, quoi, principal. Alors il a aussi remarqué son officier traitant qui n'a jamais payé le restaurant, quoi, où ils mangeaient ensemble, et qui n'a jamais fait de geste pour payer une note, quoi. C'est ça qu'il remarque, en fait, dans son rapport, quoi. Alors, l'officier traitant note aussi dans son rapport à la résidentura à Paris que Paul-Marie livre des informations de lui-même. Donc, il ne faut même pas lui demander, le mec, il livre tout, quoi. Il n'y a même pas besoin de demander quoi que ce soit. Paul-Marie, il donne tout, absolument tout sur son environnement de travail, sur l'OTAN et tout ça, quoi. Alors, aussi dans les rapports des services secrets tchèques, on note aussi que Paul-Marie, le journaliste de TF1, ne demande jamais d'argent. Mais l'officier traitant écrit dans son rapport qu'il considère que c'est des sous-entendus, quoi. Parce que le mec, il ne demande pas d'argent, mais on a compris qu'il veut de l'argent, quoi, pour son travail d'espion dans le temps. La résidentura est dans la résidentura de la République tchèque. En fait, quand ils vont recruter, et ils ont découvert via leur maître du KGB, quoi, via les Russes, qu'en fait, Paul-Marie il faisait déjà de l'espionnage sur la France, il espionnait déjà ses contacts en France depuis 20 ans pour le GRU, le service secret militaire, quoi. C'est ça qui est incroyable. Le mec, il était déjà un espion avant d'être recruté par le KGB et par le STB, quoi. Donc voilà, quoi.
Et en fait, quand il est recruté par le STB, c'est un autre journaliste du Canard enchaîné qui s'appelle Pipa, c'est son nom de code. Et il s'agit en fait de Jean Clémentin, et c'était le rédacteur en chef du Canard enchaîné. En fait, c'est lui qui le présente du KGB vers le STB, quoi. C'est ce que je vois. Alors, on a aussi un autre agent qui s'appelle Herman. Herman, voilà, Herman. Pas Hermanus, hein, Herman. Hein. Et donc, lui, il s'appelle Albert Paul Lantin. Et en fait, quoi? Ben, en fait, le STB, il avait tout un réseau de journalistes dans les rédactions en France. Et donc, ils sont des autres journalistes sur la capacité et l'honnêteté de la source qu'ils ont recrutée. Donc, l'espion Paul Marie. Et en fait, c'est Jean-Paul, Albert Paul Lantin, il dit que il le juge comme quelqu'un de compétent, comme quelqu'un d'honnête et comme quelqu'un de progressiste. Et en fait, dans le langage des services secrets tchèques, progressiste, ça veut dire que dans le langage de l'époque, ça veut dire idéologiquement proche de l'Union soviétique. Voilà, donc le mec, il est pro-soviétique, quoi. C'est un communiste, quoi. Alors Paul Marie, il a un nouveau nom de code, c'est Almer, il change son nom de code, et en fait, il va travailler pour 1000 € par mois, quoi. Non, pas pour 1000 €, c'est pour 1000 francs français à l'époque, quoi. Et il va, en fait, pendant toute sa carrière de mouchard pour les services secrets tchèques, pour les Russes, quoi, en fait, in fine. Et donc, il est considéré comme un agent important pour les informations pour l'OTAN. Et donc, je vais vous lire quelques phrases du livre. Vous allez vous rendre compte du phénomène des mouchards dans les rédactions en France, quoi, qui travaillent pour les services secrets étrangers russes, quoi. Donc, il reste une dernière vérification pour le STB, les services secrets tchèques, la position du grand frère soviétique. Parce qu'en fait, les soviétiques, comme je vous ai dit, ils contrôlent les anciens blocs de l'Est, quoi. Et donc, les pays comme la Tchéquie, l'Estonie, tous les services secrets, c'est comme le KGB. Donc, tout ce qu'ils font, ils doivent le faire remonter à Moscou, quoi, chez les Russes, quoi. Elle arrive quelques jours plus tard sous la forme d'un long télégramme en russe, les archives de la STB traduites en tchèque. Le message de Moscou à Prague est sans appel. Laissez tomber Paul Marie de la Gorge, c'est un agent des services secrets militaires soviétiques, le GRU, depuis 1960. Le processus de son recrutement par la résidentura de notre service secret militaire à Paris a commencé en 1958, rapporte la note soviétique à l'STB. À cette époque, il travaillait en tant qu'attaché à la direction des éditions Montsouris et à France Observateur. Dans les cercles politiques et militaires, s'était diffusée la rumeur selon laquelle Gabriel est très à droite, comme son père et son frère, grâce à quoi il a pu nouer beaucoup de contacts dans les sphères, notamment de l'OTAN. Donc on parle de Paul Marie. Hein. En réalité, Gabriel est progressiste. Il apprécie l'URSS et les pays du bloc soviétique, poursuit la note soviétique. Mais il ne le dit pas ouvertement, en particulier à sa famille. Il travaille donc avec nous d'abord pour des raisons idéologiques, même s'il ne refuse pas la rémunération mensuelle que nous lui attribuons. Le GRU le considère comme un agent de valeur dont les renseignements sont justes. Il nous a transmis plusieurs informations très pertinentes sur le sommet de l'OTAN. Il livre oralement, mais aussi par écrit, sur la base de données récupérées auprès des sources. Entre 60 et 63, le futur chef du service diplomatique de Radio France remet au GRU des rapports sur des sujets variés. La politique de l'armée française, la crise de l'OTAN, la politique de De Gaulle vis-à-vis de l'Algérie, la volonté française de produire des armes nucléaires, les conspirations de l'extrême droite. La plupart d'entre eux ont été utilisés par le gouvernement soviétique, précise la note du STB. Moscou précise que Paul Marie de la Gorge travaille consciencieusement avec les services de renseignement soviétiques et qu'il a accompli toutes les tâches dont nous lui avons chargé. Bref, que c'est un espion dévoué et consciencieux. Quand il est passé du GRU au KGB, du service secret militaire au renseignement civil, impossible à dire. En tout cas, selon Mitrokin et Andrew, dont la Gorge alias Argus a participé à une campagne de désinformation orchestrée par le KGB, le but de manipulation, semer la cisanie au sein du pouvoir et tout ça. Donc en fait, ce traître, il a monté un journal avec des autres personnes, et en fait, grâce à ce journal qui était financé par le KGB et par les Russes, ils ont pu faire de la désinformation dans les médias. C'est ce qu'on voit dans le livre aussi, quoi. Donc,
Il a été décoré, hein, ce mouchard, ce traître, il a été décoré. Attendez, il faut que je regarde. Il a été décoré de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, et il est mort en 2004 sans jamais avoir évoqué son passé de traître, d'espion, quoi, pour un autre pays russe, quoi. Et en fait, comment c'est possible? Ben, en fait, il y en a plusieurs, hein, comme Georges Carrérou, là, que je vous ai dit, là. Gérard Carrérou, pardon. Lui, il est toujours vivant, hein, et donc il n'a jamais été poursuivi par la justice, il n'est pas inquiété par la DGSI. C'est pas normal, parce qu'en fait, si on laisse ces gens qui ont trahi notre pays, ben, il va y en avoir d'autres. Ça ne va pas servir d'exemple, quoi. Et même à 82 ans, Gérard Carrérou doit répondre à la justice, même s'il marche comme un australopithèque, là, ou comme un kangourou, voilà, quoi. Il faut qu'il paye ses crimes, quoi, parce qu'un traître, c'est un traître. Quand vous voyez Poutine, par exemple, le dictateur russe, là, il fait éliminer ses officiers traitants qui fouillent à l'étranger, bah, parce qu'en fait, il raconte tout. Il raconte les opérations qu'il menait au FSB à l'étranger et tout ça, quoi. Vous pouvez fuir à l'étranger, mais vous fermez votre gueule. Mais si vous l'ouvrez, bah, il vous élimine, quoi. Donc, Poutine, il ne supporte pas les traîtres. Qui peut accepter un traître dans son environnement? Même moi, je ne l'accepte pas, quoi. Donc, voilà. Mais c'est dommage que la justice et la DGSI ne font pas leur travail, quoi. Malgré que ça s'est passé dans les années 60, il n'y a pas de raison, il ne faut pas oublier. Voilà, quoi. Donc, c'est pas bien, c'est pas un bon exemple. Voilà, quoi. Donc, dans le livre, c'est 99 pages qui coûtent 20 €, donc c'est un peu cher, quoi. Moi, je l'ai reçu, le livre, quoi. Donc, je vais vous présenter deux espions, hein, deux traîtres qui ont mouchardé leur pays, quoi, pour un autre pays, pour un bloc soviétique, hein, qui était à la solde de la Russie. Il y a d'autres cas de journalistes. Il y a aussi un autre fonctionnaire qui avait accès à tous les rapports de la DST, de la police, de la préfecture de police, tout ce que vous pouvez imaginer, qui livrait toutes les informations soviétiques. Et celui-là, c'est le pire des pires, quoi, dans le livre. Donc, c'est 99 pages, c'est bien documenté, c'est bien sourcé, c'est un bon travail, quoi. Et voilà, quoi. Donc, c'est un exemple de traître. Et voilà. Moi, c'est la première fois que j'ai lu un livre sur les traîtres. Ça fait peur. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain livre que je vais lire. Je vais présenter sous forme de podcast. C'est un livre un peu spécial. J'y raconterai mon expérience. Voilà, quoi. Et je vous dis à bientôt. Et pile, il y avait Philippe Grimbach, longtemps directeur du journal L'Express, journaliste reconnu. Et côté face, l'agent du KGB, nom de code Brock. Grimbach, communiste dans sa jeunesse, va travailler pour les Russes pendant 35 ans jusqu'en 1981. Un très bon élément, disait de lui Yuri Andropov, le patron des renseignements soviétiques. L'Express a mené l'enquête. Oui, il y avait un espion dans la maison. Les archives du KGB révèlent aujourd'hui son rôle précis. Il y a les renseignements politiques au plus haut niveau de l'État. Ce qui figure dans les archives du KGB, c'est que ce qui les intéressait, c'était sa proximité du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, de François Mitterrand, de Pierre Mendès France. Philippe Grimbach, ici à gauche, aurait touché l'équivalent de centaines de milliers d'euros contre des informations concernant François Mitterrand ou encore Jacques Chirac, ici Premier ministre. Le directeur de l'Express, centriste de droite, a trahi les politiques sans rien laisser paraître. Philippe Grimbach, vous êtes avec nous ce soir. Dans quel climat est-ce que s'est passé cet entretien avec le chef de l'État? Dans un climat de très grande franchise, parce que le président de la République a accepté de répondre à toutes les questions que je lui ai posées. En pleine guerre froide, le KGB a recruté de nombreux agents en France pour connaître les projets politiques de l'époque. C'est ce que confirme cet ancien directeur du renseignement militaire. C'est faire passer des idées, voire recueillir les intentions politiques pour les passer aux Russes et dire attention, actuellement la France pense à ceci, la France pense à développer ses relations avec un tel, la France pense investir dans tel domaine de l'économie. Loin des standards soviétiques, l'agent Grimbach préférait la grande vie. Le jour de son mariage, ici relaté dans la presse, il y avait François Sagan, Alain Delon ou Isabelle Adjani. L'agent de Moscou a été démasqué en 1995, mais jamais inquiété. Il est mort en 2003, emportant avec lui 35 années de secret.